journal de New York, c'est parti. On démarre tout de suite avec les faits marquants de la semaine. Et cette semaine, on a beaucoup parlé de la Fed avec la publication des minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. Et pour en parler, nous sommes avec Grégory Volokhin, qui est le président de Mescard Capital Markets. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous en studio. Grégory, la Fed, donc effectivement, c'était mercredi, qui jetait un petit froid là sur les marchés américains après la publication de ces minutes, ce compte-rendu de la Fed. Pourquoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, ça fait pratiquement des années que quand on parle de la Fed, on parle toujours la Fed va-t-elle monter les taux d'intérêt ou pas monter les taux d'intérêt? Et on se pose beaucoup de questions. Là, elle a introduit une nouvelle dimension à son discours. Elle a parlé de son bilan. C'est quoi le bilan de la Fed? Qu'est-ce qu'a fait la Fed depuis 2008? Elle a acheté des obligations, que ce soit des obligations d'État, les propres obligations américaines, ou bien des obligations liées aux hypothèques, ce qu'on appelle des MBS. Comment est-ce que la Fed achète des obligations? En imprimant de l'argent. Elle imprime des dollars, donc ça rajoute de la liquidité dans le système. Et on sait que le système financier avait besoin de liquidité, il n'y avait plus d'argent qui circulait. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Fed a un bilan extrêmement large, plus de 4 milliards de dollars de bilan. Et trilliards, excusez-moi, 4 000 milliards. 4 000 milliards. Et elle a commencé, en tout cas, à discuter entre elles. Et hier, ça s'est vu dans ces fameuses minutes, comment diminuer petit à petit ce bilan. Alors, est-ce que ça inquiète? On savait, mais maintenant ils mettent une date. Voilà, ils mettent une date. Ils mettent une date, fin de l'année 2017, début 2018. La question maintenant, c'est plus est-ce qu'on va le faire, c'est on va le faire, mais quand et comment? Est-ce qu'ils vont le faire rapidement? Rapidement, ça serait quoi? Ça serait tout simplement ne plus du tout émettre de dollars, ne plus imprimer des dollars pour racheter ces obligations. Non, ce qu'ils vont faire petit à petit, c'est tout simplement ne plus réinvestir ce qui provient de ces obligations, donc des intérêts versés par ces obligations. Donc c'est assez doux et c'est pour ça que le marché s'est pas vraiment affolé. Il y a eu un petit sursaut dans l'après-midi mercredi, et puis ça s'est repris, mais ça s'est repris comme d'habitude. Pas de panique finalement après ces annonces. Non seulement pas de panique, mais c'est un processus tout à fait normal. Et deuxièmement, comme les taux d'intérêt, c'est un processus qui va être tout simplement lié à la santé de l'économie. La Fed ne va pas diminuer son bilan et remonter les taux si tout d'un coup, à la fin de l'année 2017, on se retrouve avec une économie qui ralentit ou en récession. Donc, comme de toute façon, c'est pour plus tard, et si tout va bien, on ne sait pas ce qu'elle va faire l'année prochaine. Bon, elle s'est exprimée aussi sur la valorisation des marchés. Là, c'est assez rare. C'est trop valorisé. Elle disait pas forcément que c'était trop valorisé, mais c'est vrai qu'elle a laissé entendre que, en fait, les actifs financiers étaient peut-être le seul secteur où il y avait vraiment de l'inflation aux États-Unis, c'est vrai. Et c'est clair que aussi les actifs financiers et les marchés actions aux États-Unis sont plus chers comparativement que l'Europe, mais avec aussi des bonnes raisons. La croissance a été supérieure pendant longtemps qu'en Europe et on a ces perspectives d'un plan de stimulus important de l'économie de Donald Trump. Donc il y a des raisons à cette valorisation, mais il faut faire attention. Si on est déçu cette année, aussi bien sur la croissance que sur l'application du plan économique de Trump, c'est à ce moment-là qu'on pourra se dire oui, les marchés étaient chers. Affaire à suivre. Allez, on parle d'un autre fait, là, un autre fait marquant de la semaine. Ça concerne le secteur de la distribution retail. On en parle beaucoup, bien sûr, avec de grosses difficultés pour ce secteur. Ralph Lauren qui ferme son flagship sur la 5e avenue, un très célèbre 5e avenue. Votre réaction là? Oui, ma réaction, c'est que Ralph Lauren, c'est le bon chic, bon genre américain. Donc, ne pas avoir une présence sur la 5e avenue pour cette enseigne qui est vraiment l'épitome de l'américain chic, c'est très bizarre. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que pour beaucoup de compagnies dans le retail, que ce soit au niveau du luxe, mais aussi que ce soit même au niveau du discount, parce que quand on parle de la 5e avenue, vous avez beaucoup de magasins qui ont fermé. Par exemple, NS & Moritz a fermé sur la 5e avenue. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement qu'ils n'arrivent plus à justifier des loyers qui sont parmi les plus chers du monde, puisqu'on parle de $3 000 le square foot, c'est absolument inimaginable pour un grand magasin. Vous parlez de millions de dollars par mois de loyer. Ils n'arrivent plus à justifier ces investissements en loyer, alors qu'ils doivent faire des investissements énormes pour leur commerce sur Internet, parce que le seul endroit où ces compagnies arrivent encore à survivre, je dirais, ou à vendre, c'est sur Internet, à cause, évidemment,
de la concurrence de Amazon, mais aussi parce que les gens, de plus en plus, ils préfèrent, ils ont changé leur comportement, ils préfèrent acheter directement sur leur téléphone, sur leur ordinateur, que d'affronter la foule de la 5e avenue, le trafic intense, etc. etc. Donc c'est une nouvelle façon pour le consommateur de fonctionner et il faut que les magasins s'adaptent. C'est la seule façon. Mais est-ce qu'ils peuvent s'adapter là? Parce qu'effectivement, oui, c'est vrai que c'est changement de comportement avec le mobile et le rouleau compresseur qui est Amazon. Mais ça veut dire quoi là? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de magasins? Comment vous voyez les choses évoluer? Écoutez, d'abord, il faut dire que des faillites, il y en a pratiquement tous les jours. Cette semaine, il y a eu PLS Shoes. Alors, ça dit peut-être pas grand-chose en français, mais c'est une chaîne avec des centaines de magasins de chaussures qui a fait faillite. Comment les magasins vont s'adapter? La première chose, comme toutes les entreprises, c'est couper les coûts. Et couper les coûts, qu'est-ce que c'est? C'est fermer les magasins. Alors évidemment, si vous fermez les magasins et que vous avez une présence sur Internet, que votre produit est vraiment à la mode, etc., vous allez encore vous en sortir. Mais si vous fermez les magasins et ce que vous proposiez dans vos magasins n'était pas particulièrement ni différenciant, ni intéressant, ni à la mode, ni bon marché, vous pouvez dire au revoir tout simplement à votre fonds de commerce. Et depuis le début de l'année, il y a eu plus de 2000 magasins, tout simplement magasins qui ont déjà fermé aux États-Unis. C'est un nombre très important. Alors que la consommation, les salaires augmentent, le moral des ménages est au plus haut. Oui, mais en même temps, c'est vraiment intéressant. Moi, je pense que les gens, ils commencent à se dire, vu, comment dire, l'angoisse ambiante, parce que c'est vrai que même si la confiance augmente, est-ce qu'on sait où on en sera dans 20 ans au niveau de sa retraite, etc. Les gens commencent aux États-Unis à économiser un peu plus. On a vu le taux d'épargne passer de 5,3 à 5,6%. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Ce qui n'est pas plus mal, exactement. Et puis les gens aussi, vous avez tout ce débat sur Obamacare. Les gens se rendent compte que de toute façon, tôt ou tard, la santé, ils vont devoir payer de plus en plus de leur poche pour avoir des assurances. Ça c'est malheureusement le sens de l'histoire. Donc le consommateur, il fait très attention. Il essaye de dépenser le moins possible. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Amazon où on compare les prix, ou ça s'appelle les discounters. Par exemple, cette semaine, Costco a publié des ventes en magasin en hausse de 6%, ce qui est aux États-Unis un chiffre très très fort. Supérieur aux attentes, parce que je crois qu'on attendait un gain de 4%. Exactement. Donc c'est une consommation, je dirais. Avant, on disait toujours mais c'est à deux vitesses. Vous avez le luxe qui va très bien, et puis vous avez le discount qui va très bien, et au milieu ça va pas. Je dirais actuellement, malheureusement, il n'y a que le discount qui va bien, et tout le reste est en train de souffrir vraiment de la compétition. D'ailleurs, au Nasdaq, ça veut dire quoi là sur les secteurs? On privilégie donc ces valeurs comme Costco, comme Amazon? Alors, si vous regardez Amazon, c'est au plus haut. Ça fait 2 fois la valorisation de Walmart. Et malheureusement ou heureusement, on peut se dire même que c'est que le début. C'est-à-dire, on dit toujours ce terme ubérisation. On dit vous vous faites ubériser parce que en fait, comment dire, il y a des métiers qui deviennent totalement déréglementés. Alors les taxis se font ubériser par les voitures. En fait, on peut dire que tout simplement, énormément de branches d'activité sont en train de se faire amazoniser. Et je pense que c'est que le début de ce cycle. Et ça va être très très dur, je dirais, pour énormément aussi bien de magasins traditionnels que même d'activités traditionnelles, puisque même maintenant Amazon, ils ont annoncé cette semaine, ils font concurrence aux banques, ils vont permettre à leurs clients d'avoir du cash, d'avoir de l'argent dans leur compte Amazon. Ils n'ont plus besoin de payer par carte de crédit. Donc en fait, si vous n'avez même pas un compte à la banque, vous pouvez avoir un compte chez Amazon. Donc ils ne s'arrêtent devant rien. Rien n'arrête Jeff Bezos. Merci beaucoup Grégory Volokhin. On vous retrouve très bientôt, j'espère. On se retrouve quant à nous dans un instant. Reste avec nous.